Bonjour, en me voyant à l'écran, vous devinez déjà ce qu'il en est, donc pas besoin de commentaires. Euh, Mon projet de mémoire s'intitule Analyse des déterminants du crédit en Haïti. Euh, il porte sur une période allant de 1980 à 2010. Par déterminant de la demande de crédit, j'entends les facteurs qui sont à l'origine de la décision des agents économiques, dont essentiellement des entreprises, à faire recours au crédit bancaire. Ainsi, la recherche de ces déterminants est basée sur les motivations et les objectifs des agents à entreprendre des décisions de demande de crédit. Euh, pour ce qui est de la justification du choix, euh, je vais dire que l'idée d'analyser la réalité de la substitution du crédit bancaire m'est venue en constatant une grave dissonance entre l'évolution du crédit, le nombre d'emprunteurs et les besoins de financement en Haïti. C'est qu'en dépit de son importance pour toute économie, malheureusement, on constate qu'en Haïti, il y a une concentration du crédit qui s'avère non profitable à l'économie. D'après des données recueillies de la BRH, sur un total de 496 751 déposants au 30 septembre 1998, seulement 26 633 ont eu accès au crédit bancaire. Cette situation a caractérisé le crédit durant toute la période allant de 80 à 2000. Par ailleurs, on constate une concentration des prêts sur des montants inférieurs à 75 000 gouttes pour la même période. Et pour vous donner une idée concrète de ce que cela sous-entend, sachez que ce montant équivaut à plus ou moins 882 $ US au taux de change actuel de 1 $ pour 85 gouttes, la goutte étant la monnaie locale haïtienne. En 2000, on a assisté à une situation encore plus critique où l'encours global des crédits bancaires au 30 septembre était concentré entre les mains de 483 emprunteurs. Seulement 483 qui représentent, tenez-vous bien, 0,068% du nombre de déposants. Donc, vous comprenez que cette situation de concentration du portefeuille de crédit a donc pour conséquence de diminuer le nombre d'emprunteurs et aussi d'éliminer les projets d'investissement en Haïti, un pays déjà appauvri tel qu'on le sait déjà. Euh, les objectifs que je me fixe pour le travail sont au nombre de deux. D'une part, je, je projette de rechercher l'ensemble des éléments explicatifs du crédit au cours de la période sous étude. C'est indiqué euh, dans, dans le libellé même du travail de recherche. D'autre part, je m'attends, je souhaite aussi vérifier l'existence ou non de ce que les économistes appellent le canal de crédit dans le système. Je vais, je vais quand même prendre un tout petit peu de temps pour exprimer clairement ce que en fait, les économistes entendent par crédit dans le système, en fait, canal de crédit dans le système. Le canal du crédit, comme son nom l'indique, fait référence au rôle des banques par rapport aux intermédiaires financiers. Idéalement, on devrait déboucher sur l'un ou l'autre des catégorisés communément retenus. C'est le canal strict du crédit, aussi appelé canal crédit bancaire, et le canal large du crédit ou canal du bilan ou encore théorie de l'accélérateur financier. Déjà, on voit une distinction entre les deux. L'un se rapporte au crédit vraiment monétaire et l'autre au crédit financier. Qu'est-ce qu'il y a comme autre distinction qui pourrait faire que ça nuise à l'économie? Le canal dit strict du crédit ou canal du crédit bancaire se caractérise par une imparfaite substitution entre les crédits bancaires et les autres actifs financiers, à la fois à l'actif des banques et au passif des emprunteurs. De ce fait,
Dépendamment que la masse monétaire augmente ou qu'elle baisse, on enregistrera soit l'augmentation des dépôts bancaires, ce qui a pour effet d'augmenter les prêts et donc les investissements et enfin la production, soit l'effet contraire, à ce moment-là, les banques seront confrontées à un problème de manque de liquidité et seront obligées de rationner le crédit dans l'économie, réduisant par là les investissements, ce qui sera néfaste à la croissance économique. On s'en doute bien. L'autre L'autre aspect qui doit être touché, c'est le canal large du crédit, celui dont je disais se réfère à l'accélérateur financier. Le canal large du crédit met en évidence les deux types de financement dont disposent les entreprises. On parle de financement interne et financement externe. La politique monétaire peut favoriser l'un au détriment de l'autre, mais rarement on va retrouver les deux cas à la fois. Cette approche indique qu'une politique monétaire expansionniste entraîne une hausse des cours des actions, ce qui va inciter les entreprises à émettre de nouvelles actions en vue d'augmenter leurs investissements, mais une politique monétaire restrictive affecte négativement la structure de leur bilan car il augmente leur passif. À ce moment-là, les entreprises vont alors diminuer leurs investissements ou encore elles sont rationnées par les banques. Donc, des deux côtés, soit qu'elles-mêmes elles prennent la décision de diminuer leurs investissements ou qu'elles soient sollicitées par les banques qui les imposent un rationnement. Et à ce moment-là, mais c'est évident parce que les banques agissent ainsi parce que justement leur capacité d'endettement ont diminué à cause de la politique monétaire. Je veux dire les capacités d'endettement des entreprises. Euh, pour ce qui est de la pertinence de la recherche, la pertinence de la recherche s'inscrit principalement dans le fait qu'il existe peu, mais vraiment peu d'études de cette nature sur la question. Bien sûr, on en rencontre de plus en plus au niveau micro ou ciblant une ou quelques banques, mais vraiment, on va pas retrouver une telle étude à l'échelle macro. Du moins, c'est pas souvent que ça va se voir. Cette étude est d'autant plus pertinente que le secteur bancaire constitue un véritable levier dans la plupart des pays en assurant adéquatement le financement de l'économie, ce qui du coup assure leur croissance. Dans cette étude, on s'en doute, cette étude pourrait bien, à travers ses résultats, faciliter la compréhension d'une telle problématique et permettre des prises de décision éclairées, des décisions qui pourraient éventuellement, on ne sait jamais, servir à l'élaboration de bonnes politiques budgétaires et monétaires qui, on le sait déjà aussi, peuvent avoir de graves conséquences sur l'économie d'un pays quand elles ne sont pas gérées. D'un point de vue méthodologique, j'aborde la question de la nature des données et de l'échantillon. Euh, vous l'aurez compris, à travers les objectifs présentés précédemment, que j'ai affaire avec des données qualitatives, ce qui me renvoie aux conditions de représentativité et qui sont, d'une part, je dois respecter la taille optimale recommandée dans pareil cas, qui est de 30 minimalement, et d'autre part, m'assurer que mon échantillon est choisi de manière aléatoire. Une fois que ces deux conditions, je les respecte, je peux m'assurer d'une représentativité de mon échantillon, euh, moyennant qui est pas quelques problèmes techniques où je devrais avoir à éliminer quelques observations. On croise les doigts. Ainsi, de 1980 à 2000, le travail comporte 31 observations choisies de manière aléatoire. Pour la démarche méthodologique,
je me réfère à deux approches, l'une descriptive, l'autre analytique. La descriptive, c'est ce que fait tout le monde. Je fais une présentation et une analyse historique du secteur bancaire. J'analyse, je fais une analyse descriptive des indicateurs clés du système bancaire, et les indicateurs qui ont rapport au PIB, au taux d'intérêt, euh, au taux de change, toutes les variables que j'aurai à mobiliser dans mon modèle. Et puis, du côté de l'approche analytique, j'ai fait le choix du modèle vectoriel autorégressif, communément appelé VAR. Ce modèle a pour caractéristique principale euh, d'être efficace sur des données temporelles, surtout sujettes à des chocs externes. Parlant de chocs externes, en guise d'illustration, je pourrais avoir une distribution de données et puis à un certain moment, une manifestation, une attaque terroriste, on ne le souhaite pas, se produise et puis là, il y a perturbation dans l'économie, donc ça va se refléter sur mes données, sur la distribution. Et bien, donc, avec la méthode VAR, le modèle VAR, je devrais pouvoir sortir d'affaires. Pour les limites, j'estime que j'ai pas beaucoup de limites à appréhender, sinon il y a le fait qu'il y a peu de possibilités de comparaison à cause qu'il n'y a pas beaucoup de travaux de ce genre pose un petit problème, en découle aussi des faiblesses de données, et puis surtout le risque d'avoir omis une variable peut-être ou quelques qui pourrait s'avérer pertinente par le fait toujours que j'ai pas de modèle de référence pour analyser. Et puis au niveau éthique, je peux dire que au niveau des enjeux éthiques, je, je n'appréhende pas grand-chose sinon que je m'entends pour rendre compte de mes sources de données, de respecter les règles de présentation des travaux de recherche. Donc c'est ça, c'est de ça qui, qui, qu'il s'agissait pour ce qui est de mon projet, de ma présentation en fait. Merci pour votre patience et votre attention.